Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour amplifier un phénomène énorme. Parce que quand même 51% d'abstention, c'est absolument majeur. Ça veut donc dire qu'il y a toute une part des Français qui font en tout cas de l'objection de conscience macroniste, qui n'ont pas voulu aller voter pour Emmanuel Macron, mais qui ne se reconnaissent pas dans les oppositions qu'ils ont en face et qui sont en déshérence. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de l'électorat français qui est orphelin aujourd'hui. Et ces gens-là vont chercher une représentation simplement. Là, ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'ils l'auront. C'est nouveau à ce point-là ? Oui, c'est très nouveau parce que là, quand on voit les chiffres, quand on explique entre 400 et 450 députés pour La République En Marche, il faut y ajouter une partie des députés des Républicains qui vont voter comme La République En Marche, et la majorité des députés des Républicains partagent les options économiques de La République En Marche. Or, le premier tour de la présidentielle nous a montré qu'il y avait toute une part des Français qui ne partageaient pas cela. Emmanuel Macron a fait 24%, François Fillon, si on l'ajoute, a fait 19%. Ça ne fait pas une majorité. Les autres n'auront pas de voix. Les autres ne se feront pas entendre. D'un point de vue démocratique, c'est problématique, d'autant plus que si on a lu Montesquieu, la séparation des pouvoirs, c'est important. Là, le législatif sera entièrement subordonné à l'exécutif. C'est tout de même gênant en termes démocratiques. Docteur Legrand, même diagnostic finalement, effectivement, le pays ne souffre pas de macronite aiguë. Et puis deuxième question, sur ceux qui ne sont pas venus voter, les souverainistes, les mélenchonistes en partie, les communistes, on a vu une forme de rejet du système politique et même de la démocratie ? Ils ne sont pas venus voter, donc ils ont laissé. Ils ne sont pas venus voter, sachant que La République En Marche était quand même en tête, ça c'est beaucoup dit, c'était dans les sondages, ils ne sont pas venus voter, donc ils ont quand même laissé La République En Marche gagner. Elle va gagner dimanche prochain, très certainement. Et on dit beaucoup 400 députés, ça représente 71% de l'Assemblée, ça c'est déjà vu. C'est vrai que ça c'est déjà vu. À chaque fois, la dernière fois, il y avait quand même l'UDF et le RPR, il y avait deux partis. Et puis c'était d'un côté, alors que là c'est central. Donc il n'y a pas d'opposition des deux côtés, il n'y a plus d'opposition. Et donc on a vraiment l'impression que les Français utilisent En Marche pour remplacer leur personnel politique, leur remplacer complètement leur personnel politique. Emmanuel Macron et En Marche, c'est l'incarnation de finalement... On n'est pas dans une alternance. Vers on avait l'habitude de l'alternance, on était un petit peu hypnotisé par ce balancier, gauche-droite. Ça, c'est pas une alternance, c'est un remplacement. Et c'est très impressionnant. Ça pose aussi un problème. Je pense qu'on est au bout d'une logique, non pas de la Ve République, parce que le mode de scrutin peut être changé et peut même être cohérent dans le cadre de la Ve République. Et là, 31% ou 32% qui font 71%, dans ce cadre-là, je pense que c'est plus tellement supportable. Je ne sais pas comment vont s'organiser les débats. Il ne faut pas oublier que le Parlement est là pour contrôler l'exécutif. C'est quelque chose de Montesquieu, d'ailleurs. C'est quelque chose de très important. Natacha Polony, la gauche va devoir se réinventer. Le Front National va peut-être devoir, en tout cas, se parler et apprendre à se reparler. Les Républicains vont devoir se réinventer. Finalement, il y a un parti monolithe qui est encore en place. Le reste, c'est du chamboule-tout. Et tout ça est à régénérer. Je pense que là, on est au départ de quelque chose pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce que pourrait être la présidence d'Emmanuel Macron. Et en revanche, du côté des macronistes, là, la question, ça va être ce que sera cette assemblée avec des novices, des gens qui ne connaissent pas la politique, certains qui vont vouloir exprimer leur personnalité en pensant que la démocratie participative existe. Or, ce n'est pas exactement dans ce cadre-là qu'ils ont été désignés candidats. C'est par, au contraire, une commission d'en haut. Ce n'est pas du tout de la démocratie participative. Donc ça risque de créer des ambiguïtés, des ambivalences. La question là-dedans, c'est celle de la représentativité de l'ensemble du pays. En un mot, pas de révolution la semaine prochaine. Les choses ne peuvent pas changer. Les choses ne peuvent pas changer, mais il y a quand même... Là, on parle beaucoup de mécanique, et c'est une mécanique importante, c'est la démocratie. Mais il y a quand même un message. Et il a un message politique, Emmanuel Macron. Et les candidats macronistes ont un message politique qui est quand même une sorte allez, il faut avancer, il faut être optimiste. Il y a cette chose-là qu'on peut analyser aussi, qui est importante. Et une partie des Français observent cela en disant « pourquoi pas, on va regarder ». Même les abstentionnistes, s'abstenir ou voter blanc, c'est laisser faire. Donc... il y a un mouvement politique qu'il faut analyser et qui est important, me semble-t-il. Merci à tous les deux. À vous, Léa. David Rachline qui n'a pas encore réagi ce soir. David Rachline, ancien directeur de campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen et le Front National qui ferait un peu moins de 14% ce soir. Est-ce que vous êtes déçu ?
Non, je ne suis pas déçu parce qu'il y a une campagne de second tour qui va durer une semaine et qui va permettre aux Français de voir les choses de manière extrêmement claire. Il y a aujourd'hui la constitution en cours d'un parti unique où les candidats du système sont alliés. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils se désisteraient les uns en la faveur des autres. Et puis, il y a ce pôle patriote que nous souhaitons incarner à l'Assemblée nationale parce que sans nous, il n'y aura pas de véritable opposition. Parce que Mme Kosciusko-Morizet le disait tout à l'heure, M. Estrosi lui-même a dit qu'il fallait que M. Macron ait une large majorité. Ils vont marcher main dans la main avec M. Macron et son gouvernement. J'entends. Si nous ne sommes pas là, il n'y aura donc pas d'opposition. Il faut absolument donc que nos électeurs se mobilisent massivement. Et vous vous en doutez, nous avons été victimes, l'une des victimes de l'abstention massive de ce soir. Nous espérons donc mobiliser nos électeurs. Vous êtes l'une des victimes très claires de l'abstention ce soir, puisque c'est vrai que, peut-être vous pouvez donner un peu une précision, Brice Teinturé, le Front National paye très fort l'abstention. Oui, puisque 56% des électeurs de Marine Le Pen se sont abstenus à ces élections législatives. C'est un chiffre extrêmement élevé pour le Front National. Et du coup, votre formation aujourd'hui fait à peine mieux qu'en 2012. Alors qu'en 2012, elle avait fait 4 points de moins qu'au niveau du premier tour de la présidentielle. Et là, elle fait 8 points de moins que le premier tour de la présidentielle. Donc c'est un vrai échec, en grande partie dû à la démobilisation de votre électorat. Et pour poursuivre sur ce que dit Brice Teinturé, pour essayer de comprendre, on a l'impression, si vous me permettez, qu'il y a une dynamique qui s'est cassée au moment du débat de l'entre-deux tours. Qu'à partir de là, vous enchaînez les déceptions. Le score au second tour de la présidentielle et le score ce soir où manifestement une grande majorité de vos électeurs ne se sont pas déplacés. Est-ce qu'il y a un problème au FN ? Moi, je ne le crois pas. Je constate d'abord que nous avons réalisé au second tour de l'élection présidentielle près de 11 millions de voix. C'est un événement considérable puisque jamais notre famille politique n'avait rassemblé autant d'électeurs. Donc c'était une étape supplémentaire pour notre mouvement politique et aussi bien sûr pour notre leader Marine Le Pen. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas ignorer ce second tour des élections législatives qui va arriver, qui nous sera peut-être l'occasion pour nous de mobiliser davantage, parce que nous avons une voix à faire entendre, cette voix précisément de ces 11 millions d'électeurs qui se sont exprimés au second tour de l'élection présidentielle et qui veulent plus de France et moins d'Union européenne, qui ne veulent pas accueillir tous les réfugiés que M. Macron souhaite accueillir, qui veulent du patriotisme économique, qui ne veulent pas des ordonnances qui vont casser notre système social. Par conséquent, je crois qu'il faut qu'il soit très mobilisé au second tour de l'élection législative. Merci David Rachline. Merci Léa. On voit derrière vous ces scores ce soir de ce premier tour. La République En Marche, 32%. Les Républicains, 21,2%. 13,9% pour le Front National. 10,9% pour la France Insoumise. Et puis vous le voyez également, le Parti Socialiste avec le PRG, avec les divers gauches qui obtient 10%. Voilà ces résultats au niveau national. On va tout de suite aller un peu dans le détail avec vous, Nathalie Saint-Cric et Guillaume Daret. D'autres résultats. Oui, concernant Juliette Méadel, elle est éliminée. Elle ne sera pas au second tour. C'est donc l'ancienne secrétaire d'État de Bernard Cazeneuve, qui était secrétaire d'État aux victimes. Elle ne sera pas au second tour. Et puis il était sur notre plateau tout à l'heure. Thierry Solaire arrive nettement en tête, 42,6% des suffrages dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Un duel de droite, puisqu'au second tour, il affrontera la divers droite Marie-Laure Gaudin, qui est arrivée en seconde position, 31,4%. Et puis dans la 3e circonscription des Landes, alors pour être plus précis, c'est la circonscription d'Henri Emmanuelli, qui est à gauche depuis 1981. Eh bien, c'est la République En Marche avec la candidature de Jean-Pierre Steiner, qui est en tête avec 34,2%. Boris Vallaud, l'époux de Najat Vallaud-Belkacem et l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, est en ballotage plutôt défavorable. Il ne recueille que 25,3% des voix. Et puis le résultat dans le détail de Marine Le Pen, effectivement, elle arrive très nettement en tête, 46% des voix dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Au second tour, elle affrontera donc la candidate de la République En Marche, Anne Roquet. À noter que Philippe Kemel, le socialiste, député sortant, est battu, éliminé dès le premier tour. Dernier résultat dans le Calvados, dans la deuxième circonscription, le juge Alphen, l'ancien juge Éric Alphen, est en ballotage favorable. Il était pour la République En Marche. Il est crédité de 34,3%. La candidate socialiste du Parti socialiste, Laurence Duban, elle n'obtient que 20,4% des voix. Merci à tous les deux. Il est 22h26. Il nous reste quelques minutes. On va retrouver maintenant l'ami François Langlais. François, une première question avant que je m'assoie. Est-ce que, finalement, Emmanuel Macron, avec cette large victoire, il va avoir tout pouvoir pour aller et avancer dans les réformes économiques qu'il souhaitait ? Oui, bien sûr, ça conforte tout à fait les options qu'il avait prises, et notamment la réforme du marché du travail. Vous savez que c'est la première réforme. Alors, elle est très importante
à cause de ses impacts, bien sûr, sur l'emploi, mais aussi symboliquement, parce que si on l'a réussi, évidemment, on peut imaginer que la dynamique est favorable. De ce point de vue, le chantier était bien engagé avant les législatives, avec quelques petits signes d'ouverture de la part des syndicats. C'était attendu de la part de la CFDT. C'est plus surprenant de la part de Force ouvrière, qui semble attentif au processus de négociation. De son côté, l'Élysée avait aussi ouvert la porte justement à de vraies discussions, bien qu'il utilise les ordonnances. Et les résultats de ce soir confortent tout à fait le scénario d'une ouverture prochaine de ces réformes avec une loi d'habilitation à la rentrée. Vous le dites, une ouverture prochaine, mais c'est quoi ce calendrier? C'est quoi le calendrier d'Emmanuel Macron vite dans les prochaines semaines? Le gros chantier, on l'a dit, c'est la réforme du marché du travail. Aussitôt après, on aura des décisions difficiles à prendre au plan budgétaire. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a indiqué que le déficit ne serait pas conforme à ce qu'avait annoncé l'équipe précédente, celle de François Hollande. Il va donc manquer quelques milliards, il va falloir les trouver quelque part, les couper. On fera ça probablement dans l'été. Et puis, tout au début de l'automne ou à la fin de l'été, c'est là la loi fiscale qui se préparera avec l'augmentation de la CSG, mais aussi la baisse des cotisations salariales. Merci beaucoup, François. Écoutez, il est presque 22h30, cher Laurent. L'occasion pour nous de vous donner les principales informations et les principaux chiffres à retenir de cette grande soirée du premier tour des élections législatives. D'abord, l'abstention, si vous me le permettez, c'est ça qu'il faut retenir, 51,2%, plus d'un Français sur deux qui n'est pas allé voter aujourd'hui. Et puis, les chiffres pour ceux qui sont allés voter, eh bien, La République En Marche remporte 32% des voix, suivi par les Républicains et l'UDI, 21,2% des suffrages, le Front National, 13,9%, la France Insoumise, 10,9%, le PS et ses alliés, 10% et le Parti communiste, 3,3%. 3,3% également pour les écologistes. Ce qui nous donne en projection, en fourchette, il faut rester prudent, ce qui nous donne entre 415 et 455 sièges pour La République En Marche et le MoDem, entre 70 et 110 sièges pour les Républicains, entre 20 et 30 sièges pour le PS et ses alliés, de 8 à 18 sièges pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Le Front National n'obtiendrait qu'entre 1 et 5 députés selon nos estimations. Voilà pour cette soirée spéciale 22h30.